Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Sébastien Guy, je travaille chez GDTech en tant que chef de projet de recherche dédicacé à la fabrication additive et aux aspects numériques de celle-ci. Je vais aujourd'hui vous présenter les résultats d'un projet dont le but était de mettre en place un cycle de design pour la fabrication additive en m'appuyant sur un démonstrateur industriel. Commençons tout d'abord par le contenu de cette présentation. Je vais commencer par quelques mots rapides de présentation de la société GDTech pour laquelle je travaille, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, nous allons définir le cas industriel sur lequel nous allons travailler et expliquer quels étaient les objectifs de ce travail, du redesign en général. De là, nous en avons déduit un cycle de design dédicacé à la fabrication additive et notamment, nous allons parler d'optimisation topologique, de design pour la fabrication additive, mais aussi de simulation de process. Nous tirerons enfin les conclusions. GDTech est une société de services d'ingénierie qui va accompagner le client tout au long du design de ses pièces. Cela inclut la CAO, 3D, mais également la mise en plan, le calcul des tolérances et des chaînes de code. Le cœur de nos activités qui est la simulation numérique, la partie mécanique avec des éléments finis, linéaires mais également non linéaires, plus ou moins avancés en fonction des besoins, incluant potentiellement du composite, de la mécanique de la rupture, de la dynamique rapide, mais également de la dynamique des fluides et depuis plus récemment de la simulation système 0D. Enfin, nous pouvons accompagner le client lors de la partie fabrication. Nous ne fabriquons rien nous-mêmes, mais nous pouvons aider le client à générer les spécifications, mais également aussi à gérer toute la partie fabrication pour lui et toute la sous-traitance qui va avec. GDTech est une société à l'origine belge, fondée en 1991 à Liège, dans l'est de la Belgique. Nous avons également un bureau à Pau, dans le sud-ouest de la France. Nous avons environ 200 employés de tout type, des bacheliers, des ingénieurs, mais également des docteurs. GDTech se penche sur les aspects de fabrication additive depuis 2015 au travers de projets de recherche principalement. Le premier d'entre eux s'appelle Fasama, c'est celui dont je vous présente les résultats aujourd'hui, qui avait pour but le redesign de structures aéro pour de la fabrication additive. Nous avons eu un autre projet sur lequel nous avons pu travailler qui s'appelle AnyShape 4.0, qui était plus focalisé sur les aspects numériques de la fabrication additive, et nous espérons pouvoir, dès l'année prochaine, enchaîner avec la suite de ce projet qui s'appellerait Diamond, qui va continuer à s'occuper de la partie simulation de process, car vous savez comme nous qu'on est loin d'être au bout de la route, et en évaluant le couplage de celle-ci avec l'intelligence artificielle. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier le cluster Skywin et le gouvernement wallon, donc belge, la partie francophone de la Belgique, pour le support financier pour ces projets. Il est maintenant temps de se plonger dans le cœur de cette présentation, à savoir la fabrication additive de cette pièce et tout le cycle de design qui a amené à cette fabrication additive. La pièce, c'est une simple pièce en T, mais qui est une pièce aéronautique, car elle fait partie du système de dégivrage de bord d'attaque d'un avion. Rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système de dégivrage, où se situe cette pièce et comment est-ce que cela fonctionne? Mais simplement, il y a de l'air chaud pressurisé qui est amené directement depuis le moteur dans ce qu'on appelle des tubes piccolo, qui sont des tubes percés de trous, qui vont répandre cet air très chaud, parce qu'on parle de plusieurs centaines de degrés, dans le bord d'attaque, ce qui va permettre de faire fondre les éventuelles glaces qui se formeraient sur celui-ci et qui poseraient éventuellement problème. Alors la pièce que nous étudions, en fait, c'est la connexion entre euh, le système qui amène l'air et les tubes piccolo, que l'on voit ici euh, dans les cercles rouges. Le but principal de cette étude, en fait il y en a trois. D'une part, c'est classique en aéronautique, nous voulons réduire la masse de l'ensemble, mais un des aspects importants également est que la pièce aujourd'hui est une pièce mécano-soudée,
d'une part, la fabrication du thé, même un thé classique, est loin d'être évidente, mais en plus, elle est soudée à sa plaque d'interface, et bien évidemment, qui dit soudure dit problème potentiel. Donc nous voudrions nous débarrasser des soudures en imprimant la pièce en un seul tenant. Un des buts secondaires, mais qui s'est avéré finalement être très intéressant, est l'amélioration des performances en fluide, la réduction des recirculations, la réduction des pertes de charge. En gros, nous pouvons traduire ça par obtenir un flux fluide qui est plus doux, plus uniforme. Il est évident que lorsque on a un T qui est avec un bel angle droit, nous avons un flux qui est tout sauf uniforme. Penchons-nous maintenant sur le cycle de design des pièces destinées à la fabrication additive. Celui-ci commence très tôt, dès le choix des pièces candidates à la fabrication additive. En effet, il est important de pouvoir tirer un maximum parti de cette technologie en profitant des avantages qui sont une certaine liberté de design, en tout cas une plus grande liberté de design que de forme que pour la plupart des autres techniques de fabrication, ce qui entraîne la possibilité de regrouper plusieurs pièces qui sont à l'origine partie d'un assemblage en une seule pièce en intégrant des fonctions. Par exemple, vouloir imprimer une pièce sans en changer le design, une pièce qui est fabriquée autrement, en général va juste entraîner une augmentation des coûts sans aucun avantage supplémentaire et donc est à éviter. Ensuite, nous allons potentiellement, parce que cette étape n'est pas obligatoire, effectuer de l'optimisation topologique. Nous allons revenir là-dessus plus loin dans la présentation. La troisième étape est de faire le design de la pièce en tenant compte des contraintes dédicacées à la fabrication additive. Une fois ce design effectué, évidemment, il faut valider celui-ci au travers de calculs éléments finis notamment. Ensuite, s'assurer avant de lancer l'impression que l'impression va se passer correctement et éventuellement apporter les modifications nécessaires si la simulation de processus devait montrer que ce ne sera pas le cas. Et enfin, nous allons imprimer la pièce. Focalisons-nous maintenant sur l'optimisation topologique. Dans le cas de notre pièce, nous allons effectuer deux optimisations topologiques. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la pièce est constituée d'une part de son T et d'autre part de la plaque d'assemblage. Pour la partie T, nous allons effectuer de l'optimisation topologique fluide afin d'améliorer les performances en termes de perte de charge. Et nous allons, pour la partie plaque d'assemblage, effectuer de l'optimisation topologique mécanique afin d'alléger celle-ci. Quelques mots sur l'optimisation topologique fluide. L'objectif de cette optimisation est de réduire la perte de charge, ce sera donc notre fonction objectif, avec comme variable les porosités. Donc les porosités de chaque cellule, de la même manière que nous utilisons les densités de chaque élément fini lorsque nous effectuons de l'optimisation topologique mécanique. Les conditions limites sont les suivantes et relativement classiques. Une vitesse en entrée du T, puisque nous utilisons ici la symétrie, donc nous avons un T qui est devenu un L, mais c'est en réalité un T. Et nous avons en sortie du tube Piccolo une pression relative nulle, puisque nous parlons d'un fluide incompressible. Lorsqu'on regarde les résultats, nous voyons que le bel angle droit, qui était évidemment un problème au niveau du fluide, prend une forme pour laquelle le fluide est beaucoup mieux guidé en rajoutant de la matière à l'intérieur et à l'extérieur du virage. Nous obtenons ainsi une réduction de perte de charge de 30%. Alors, de manière plus générale, je pense que l'optimisation topologique fluide est une discipline qui reste relativement confidentielle aujourd'hui, donc c'est pas inutile de donner quelques petites informations génériques. Il faut savoir que les variables, comme je l'ai dit dans le slide précédent, ce sont les porosités. Alors en fait, il faut réfléchir à l'envers par rapport à ceux qui sont habitués à faire de l'optimisation topologique mécanique, à savoir que la variable varie toujours de 0 à 1, mais en mécanique, puisqu'il s'agit de la densité, la variable vaut 0, il n'y a pas de matière, la variable vaut 1,
la matière est conservée. Ici, c'est l'inverse. Si nous avons une porosité de A, ça veut dire que le fluide peut passer entièrement à travers la cellule et donc il n'y a pas de matière. Pour une porosité, il faut une porosité nulle pour avoir une cellule qui va en fait bloquer le fluide qui correspond à une cellule pour laquelle il y a du matériau. Alors vous allez me dire, oui, mais l'optimisation topologique, c'est une mécanique, c'est 20, 30, 40, 50 itérations, 20, 30, 40, 50 calculs éléments finis. On ne peut pas se permettre de faire ça en fluide, puisque les calculs de fluide ne durent pas 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, mais en général plusieurs jours. En réalité, le génie de l'optimisation topologique fluide, c'est simplement d'utiliser les itérations du calcul fluide comme itération de l'optimisation topologique. Et en fait, on va modifier le domaine de calcul fluide pendant les itérations de ce calcul fluide. Et on ne va pas faire une boucle autour d'un calcul fluide complet. Le fait d'utiliser ces itérations va évidemment ralentir la convergence du calcul fluide, puisque on change le domaine en cours de route, mais il s'avère qu'on ajoute environ, c'est une règle du pouce plus ou moins, environ 20% d'itération à un calcul fluide sans optimisation. Donc en fait, un calcul qui va durer une journée va durer une journée et quelques heures si on ajoute l'optimisation topologique, ce qui est tout à fait acceptable. Regardons maintenant la partie optimisation topologique mécanique. Calcul qui est beaucoup plus classique, effectué sur la plaque d'interface comme annoncé. Nous avons comme fonction objectif la minimisation de la compliance, c'est classique, avec une contrainte sur la masse. Alors, dans le cahier des charges fourni par notre client, nous avions également une contrainte sur les stress. Alors j'utilise stress plutôt que contrainte pour éviter d'avoir des contraintes sur les contraintes parce que c'est en français le même mot pour deux concepts complètement différents. Donc je vais parler de stress. Et la contrainte sur les stress, en réalité, on ne va pas en tenir compte au niveau de l'optimisation topologique. On a une espèce de philosophie à GDTech qui est d'essayer de mettre un minimum de contraintes sur l'optimisation topologique, de telle manière à avoir l'algorithme qui est le plus libre possible d'évoluer vers une solution optimale fonctionnellement. Et cela permet d'éviter de terminer avec une solution qui est en fait un optimum local. Il est tout à fait possible, et c'est ce que nous allons faire, de contrôler le niveau de stress a posteriori, et si jamais celui-ci est trop élevé, d'intervenir localement pour le réduire. Nous aurons rarement des problèmes de stress qui sont un peu plus globales, simplement parce que l'optimisation topologique va garder de la matière le long des lignes de force, c'est quelque chose qui est très connu, et par là même va garder suffisamment de matière pour que les stress ne soient pas élevés. Donc on va en général, si on a un souci, avoir un souci qui sera un stress local, et celui-là peut être réglé avec une modification de la forme locale. Ce que les algorithmes aujourd'hui, prenant en compte les stress dans l'optimisation topologique, sont en général incapables de faire. Donc l'optimisation, le domaine d'optimisation, ben, on a la plaque initiale, hein, la plaque existante aujourd'hui, qui est une plaque relativement épaisse, dont vous voyez la forme sur la figure. Les conditions limites sont plutôt classiques. On va fixer les trous dans lesquels passent les vis pour fixer la plaque avec le reste de l'assemblage, et nous allons fixer également les tubes Piccolo, mais nous allons les fixer en bout de tube, là où ils sont réellement attachés en réalité. Parce que si nous fixons les tubes Piccolo en sortie du T, ça ne correspond pas à la situation physique et réelle, et nous n'aurons donc pas une situation optimale. Les charges, il y a deux types de charges. Il y a la pression dans le tube, et la charge qui est en fait la charge dimensionnante, c'est ce qu'on appelle la jamming load. Donc c'est la charge qui proviendrait d'un cas où on aurait un souci, c'est-à-dire le cas où le bord d'attaque ne se déploierait pas entièrement parce qu'un des actuateurs de déploiement serait bloqué. Il faut que dans ce cas, la structure reste intègre. Donc nous allons utiliser ce cas de chargement comme cas dimensionnant. Alors voici les résultats.
Les algorithmes utilisés sont relativement classiques, hein. Une loi simple couplée avec un filtre Heaviside, de telle manière à se débarrasser un maximum des densités intermédiaires. Nous aurons juste une couche de densité intermédiaire autour de la structure, résultat tout à fait classique. Et nous utilisons également un filtre minimum member size pour éviter d'avoir des cavités fermées à l'intérieur de la structure, cavités fermées qui sont impossibles à fabriquer de manière classique, mais qui sont aussi à proscrire en fabrication additive, car si elles peuvent être effectivement fabriquées, elles contiendraient de la poudre qui ne pourrait pas être évacuée, ce qui serait évidemment un problème. Alors on constate qu'on a un historique de convergence qui est tout à fait propre et classique, avec une contrainte sur le volume qui, tout d'abord, un volume qui descend bien en dessous de la contrainte et puis qui va venir taper la borne, et une compliance qui va évidemment augmenter très fort au début, et puis qui finalement va revenir à une valeur qui n'est pas très différente de la valeur du domaine initial. Donc les résultats, nous avions dans le cahier des charges une demande de réduction de la masse de 15%. Donc, c'est ce que nous avons utilisé comme contrainte dans un premier temps dans l'optimisation topologique, et nous avons obtenu les résultats ici à gauche. Donc les résultats, c'est imprimé, c'est la densité. On s'est rendu compte que en fait, 15%, ça n'enlevait pas énormément de matière et qu'il y avait probablement moyen de faire mieux. Donc nous sommes dit, on va essayer. On va essayer d'en fait diminuer le volume de moitié et voir ce qui se passe. Nous avons recalculé les contraintes de von Mises sur le cas de charge appliqué, sur la structure résultat de l'optimisation topologique, et nous sommes rendus compte que puisque les contraintes sont en fait situées en bord de trou de vis, de certaines vis, mais en fait il n'y avait aucune influence et que nous pouvions alléger la plaque bien plus que ce qui était demandé. Maintenant que nous avons obtenu les résultats de l'optimisation topologique, utilisons-le pour reconstruire une CAO de la pièce. Donc le résultat de l'optimisation topologique, c'est quoi? C'est un fichier STL. Alors on pourrait se dire, ah ben ça tombe bien, mon imprimante, elle a aussi besoin d'un fichier STL. Donc je vais prendre le fichier résultat de l'optimisation topologique et je vais l'envoyer à l'imprimante, éventuellement après avoir passé un algorithme de smoothing. En fait, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'optimisation topologique, elle va fournir un résultat qui n'est potentiellement pas imprimable. Alors vous allez me dire, oui, les logiciels d'optimisation topologique aujourd'hui, ils incluent des contraintes qui permettent la fabricabilité. Alors d'une part, au moment où on a fait ce travail, ça n'était pas disponible, mais de la même manière que je ne suis pas du tout fan des contraintes de stress, je ne suis pas non plus fan des contraintes, d'ajouter des contraintes pour la fabricabilité. Pourquoi? Parce qu'on va montrer sur le slide suivant que la pièce qui n'était pas fabricable peut l'être devenue avec quelques petites modifications que l'optimisation topologique n'aurait pas été capable de faire par elle-même. Et la deuxième raison, c'est que les contraintes de fabricabilité, elles sont liées à la direction d'impression. En effet, c'est la direction d'impression qui va définir ce qu'est une surface upskin ou downskin. Et les surfaces downskin sont à proscrire. Donc imposer des contraintes de fabricabilité au niveau de l'optimisation topologique revient à imposer a priori dans l'optimisation la direction d'impression. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est une pièce qui est optimale fonctionnellement, pas une pièce qui est optimale pour la fabrication. Donc on va s'affranchir de ces contraintes et on va les intégrer par la suite. Mais évidemment, modifier un fichier STL, c'est à peu près impossible à part faire du smoothing. Donc utiliser le STL sans repasser par une CAO, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Donc je vous parlais de contraintes de fabrication additive que nous avons dû ajouter. Le résultat de l'optimisation topologique, vous avez vu, nous conseillait de gaufrer la plaque. Qui dit gaufrage dit potentiellement surface downskin, et nous avons remplacé les surfaces downskin par des surfaces qui sont avec un grand rayon de courbure et qui à aucun moment ne pointent vers le bas. C'est quelque chose que l'algorithme d'optimisation topologique aurait été bien incapable de faire, sauf si on lui mettait un maillage extrêmement fin
Mais alors, qui dit maillage fin dit des jours de calcul, ce que nous ne voulions pas. La deuxième possibilité, c'est de récupérer le fichier STL et d'utiliser les logiciels commerciaux qui permettent de reconstruire une CAO au format STEP basé directement sur les fichiers STL. Alors ça fonctionne de mieux en mieux effectivement, mais ça reste un travail de fourmi pour obtenir au bout du compte une géométrie qui est morte, donc un format STEP. Or, on va le voir par la suite que le premier essai de géométrie n'est en général pas le bon, pour diverses raisons. D'abord parce que même si on a tenu compte des contraintes de fabrication additive, il est possible, et ce sera le cas, que la pièce ne s'imprime pas correctement et qu'il faille encore la modifier légèrement. Et puis simplement dans le cycle de vie d'une pièce, bah, peut-être que son environnement, l'assemblage dans lequel on va l'intégrer, va changer. Donc on va devoir peut-être déplacer un trou de vis ou que sais-je. Et donc, cette pièce va devoir être modifiée. Ça ne remet pas nécessairement en cause l'entièreté du design et il ne faut pas refaire une optimisation topologique. S'il s'agit juste de déplacer un trou de vis de quelques millimètres, mais si on doit faire ça sur un step, ça peut vite devenir une opération fastidieuse. Donc, avoir un step en sortie d'une reconstruction, c'est quelque chose qui n'est pas du tout idéal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est reparti d'une feuille blanche. On a utilisé un logiciel de CAO natif qui était celui de notre client. Et on a recréé une CAO paramétrée basée sur les résultats d'optimisation topologique, mais à partir d'une feuille blanche. Alors évidemment, oui, c'est un peu plus de travail. Alors en fait, oui, c'est peut-être plus de travail au moment de la première création, mais on se rend compte que sur la somme de travail globale, c'était la meilleure solution. Pourquoi? Parce que ben, on a pu facilement intégrer les contraintes de fabrication additive, ce qui est probablement beaucoup plus compliqué lorsqu'on a un step. Si on veut définir des supports qui sont intégrés directement à la pièce ou des supports blocs qui seront usinés a posteriori mais qui doivent être des supports avec de la matière dure et pleine, ben, c'est bien plus facile à faire au niveau CAO. On obtient un modèle paramétré, ce qui permet de le modifier très facilement plus tard. Et on a une intégration de la pièce dans un assemblage dans le format natif, ce qui est la demande de la plupart des bureaux d'études du client. Mais si vous faites votre design vous-même pour votre assemblage, ben vous préférez également obtenir un fichier au format CATIA, Creo ou n'importe le SolidWorks, enfin celui que vous voulez utiliser, que vous utilisez d'habitude, plutôt qu'un fichier STEP. Alors voilà le design final auquel nous sommes parvenus. Bon, vous reconnaissez les résultats de l'optimisation topologique dans le sens où celle-ci avait suggéré de prendre la plaque et d'en faire un gaufrage en conservant un maximum de matière ou au niveau de l'interface avec le tube qui amène l'air chaud. Donc là, on reconnaît bien le carré, ça c'était non négociable, mais nous avons également conservé de la matière autour des trous des vis, puisque c'était là que les contraintes de von Mises étaient maximales. Partout ailleurs, nous avons retiré de la matière au travers d'un gaufrage, en évitant les surfaces downskin par des surfaces avec des grands rayons, de telle manière à n'avoir à aucun moment la normale qui pointe vers le bas. On a obtenu un gain de masse qui était bien plus important que les 15% qui nous avaient été demandés par le client. Alors voilà, nous avons obtenu une CAO qui est largement inspirée des résultats d'optimisation topologique, mais pour lequel on n'a aucune garantie qu'elle respecte toujours et les critères d'optimisation et les critères du cahier des charges. Donc il faut vérifier tout ça. Ce que nous avons évidemment fait. Au niveau mécanique, ben, on a fait un calcul de stress classique et on s'est rendu compte que nous étions largement en dessous de la valeur de la limite élastique du titane, donc aucun souci. Et au niveau fluide, on a eu une excellente surprise, simplement par le fait que nous avons obtenu une perte de charge qui était bien plus importante, un gain sur la perte de charge qui était bien plus important qu'annoncé par l'optimisation topologique, puisque nous avons 45% de gain au lieu des 30% annoncés. Alors pourquoi cela? Pour deux raisons.
D'une part parce que l'optimisation topologique, elle nous donne résultat où on a de la matière dans certaines cellules, pas dans d'autres. De là, nous avons construit une géométrie qui était beaucoup plus douce, ce que Fluid préfère bien évidemment. Et la deuxième raison, c'est que le calcul de perte de charge ici a été effectué en utilisant des lois de paroi et des algorithmes qui sont bien plus précis que ce que permet l'optimisation topologique. Et on a eu la grande surprise que les résultats allaient dans le bon sens, puisque nous avons un gain qui est plus important. Alors, jusqu'à pas si longtemps que ça, une fois qu'on avait notre design, on l'imprimait. Ici maintenant, l'idée est de vérifier qu'il va s'imprimer pour éviter de gaspiller de la poudre et du temps machine, qui sont des denrées précieuses. Donc on va passer par l'étape simulation de la simulation de process est en réalité la première impression qui a été effectuée sans simulation de process, simplement parce que les algorithmes à l'époque, les logiciels à l'époque en étaient à leur balbutiement. Ils ont montré que on avait un gauchissement de la plaque qui était inacceptable ici sur le bord. Donc on avait 1,7 mm de gauchissement, ce qui évidemment posait problème lors de l'assemblage. Donc ce gauchissement, il a été observé lors de la pression et il a été reproduit par la simulation numérique que vous voyez ici sur la droite. Donc cela a entraîné en fait un retour à la planche à dessin et donc dans notre cycle de design, une boucle entre les étapes de CAO, de validation et de simulation de process. Retour à la planche à dessin qui nous a été en partie suggéré par l'imprimeur, en partie par la simulation numérique, et nous avons choisi de retourner la direction d'impression, donc d'imprimer la pièce entre guillemets tête en bas, mais également d'imprimer deux pièces à la fois en les mettant en vis-à-vis. Cela permettait une nettement meilleure évacuation de la chaleur au niveau problématique et donc de faire disparaître ce problème. Et on a une pièce aéro. Qui dit pièce aéro dit en général, surtout quand une pièce est une pièce des ailes, besoin d'une pièce gauche et d'une pièce droite. Ça tombe bien, nous avons ici une pièce gauche et une pièce droite. Donc voici les résultats obtenus. On a divisé le déplacement maximum par 2 et en plus de ça, sur la plaque, le maximum n'est plus du tout sur la plaque et on a obtenu un gain de productivité puisque dans un seul job, on a deux parts. Alors certes, on ne peut pas dire qu'on a divisé le temps par deux puisqu'il faut imprimer la deuxième pièce, mais ce n'est pas juste le temps d'impression, le temps de lasage qui est le temps d'impression, donc on a un gain de productivité évident. Alors je vais terminer par quelques mots sur un travail qui nous occupe pour l'instant, qui est le design, l'optimisation de la stratégie de supportage, basée sur de l'optimisation topologique. L'idée est d'utiliser de l'optimisation topologique, cette fois thermique, pour définir une stratégie de supportage qui va permettre d'évacuer au mieux la chaleur locale apportée par le laser. Donc on a posé un problème pour lequel la fonction objectif est la compliance thermique. Le contrat, c'est la masse ou le volume, de toute façon c'est la même chose, de la partie support. Et reste à la définition des conditions limites et des chargements. Les conditions limites sont plutôt évidentes, c'est la température de la plaque en bas de la pièce et du contact thermique entre les supports et la pièce imprimée. Par contre, au niveau du chargement, nous avons utilisé pour l'instant un chargement sous forme d'un flux de chaleur uniforme dans toute la pièce, mais on n'est pas tout à fait convaincu que ce soit le chargement idéal. On se dit que c'était peut-être le chargement le plus représentatif sans avoir plus d'informations, mais la question reste posée. Donc, en fait, il faudrait se baser sur ce qu'on appelle la détection des hotspots. Donc, les hotspots, ce sont les points problématiques basés sur de la simulation de process. Et idéalement, il faudrait avoir la possibilité de transférer facilement les résultats de la simulation de process vers des données d'optimisation topologique. Aujourd'hui, ce n'est évidemment pas le cas. Alors, j'ai vu quelques papiers universitaires qui effectivement essayent de coupler les deux, mais vraiment du couplage complet, mais ça prend
des temps de calcul qui sont prohibitifs aujourd'hui. Alors aussi reste la définition de ce que c'est en fait un hotspot. Alors on parle de flux de chaleur, on parle d'une température ou d'un gradient temporel de température. Euh, bon, bah, la simulation de process, elle est transitoire, alors que la simulation alors que l'optimisation topologique ne peut pas se permettre d'avoir un chargement transitoire. On se base sur des macro-couches, donc bon, il y a encore du travail, mais nous espérons arriver à une situation qui serait idéale parce que ça permettrait la définition des supports basés sur autre chose que simplement de la géométrie et la détection des surfaces downskin, ce qui est le cas aujourd'hui. Il est temps maintenant de tirer les conclusions. Donc nous avons présenté comme résultat de ce travail un cycle de design qui est dédicacé à la fabrication additive, pour lequel nous avons des résultats d'optimisation topologique qui sont plutôt très intéressants, puisque nous avons gagné 45% d'efficacité au niveau de la perte de charge et nous avons obtenu une pièce qui est 50% plus légère que la pièce originale. De là, nous en avons déduit une CAO inspirée de l'optimisation topologique et qui incluait les contraintes de la fabrication additive. Cette CAO a été validée d'un point de vue fluide, mais aussi d'un point de vue mécanique. Nous avons utilisé la simulation de process qui a permis de donner les quelques derniers coups de tournevis sur cette CAO de manière à la rendre imprimable, et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir une boucle entre la simulation de process, la CAO et la validation pour arriver à un design qui est imprimable et qui est idéal. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. De la même manière, si vous avez des besoins en design pour la fabrication additive et en optimisation topologique, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.